Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des NFT. Vous avez été très nombreux à nous demander si finalement les NFT c'était la fin, parce qu'avec les fortes baisses qu'on a eu quand même ces derniers temps, les fortes corrections sur le marché des NFT, et puis même plus globalement sur le marché des cryptos, il y en a beaucoup qui ont commencé à paniquer et nous dire finalement en fait les NFT c'était uniquement une bulle, qu'il n'y avait pas de réelle innovation sous-jacente en fait, et que c'était avant qu'il fallait investir dans les NFT, que maintenant de toute façon ça sert plus à rien. Donc nous, on va donner notre retour d'expérience là-dessus, comment on voit le marché des cryptos évoluer, pourquoi on pense finalement que les NFT, c'est absolument pas terminé et que ça fera partie intégrante de notre vie dans plusieurs années, et que certes, même s'il y a eu une correction, il y a quand même eu des innovations majeures qu'il faut quand même bien souligner, quoi. Donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que sont les NFT, on va peut-être réexpliquer brièvement ce qu'est un NFT. Tu peux présenter ça peut-être, Mick? Oui, oui, alors en fait, l'idée d'un NFT, c'est d'aller tokeniser quelque chose, un actif. Alors ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un morceau dans un jeu, ça peut être une représentation d'une personne, ça peut être le fait d'avoir la représentation digitale d'un objet physique. Par exemple, je sais pas, vous avez un sac Louis Vuitton, et ben vous avez le token NFT qui est associé pour dire que il est unique. La grosse différence entre un NFT et une crypto-monnaie standard, c'est le fait que le NFT est unique. C'est un non-fungible token, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas échangeables. Chaque token est unique et peut être échangé avec une autre personne, mais deux tokens ne se ressemblent pas. Vous avez un objet, un NFT. Et aujourd'hui, vous avez différentes plateformes avec différentes catégories. Donc là, on avait fait un live complet sur le sujet, on avait présenté justement un peu les évolutions du NFT, on avait présenté les différentes catégories. On vous Mais mettra aujourd'hui, le lien dans la on description vous de la mettra le vidéo. lien, exactement, ouais. Et aujourd'hui, on a quand même quelques secteurs qui commencent à percer un peu plus que les autres, parce que le NFT, il n'est pas sorti en 2021. En 2017, on en avait déjà. Ça avait déjà un peu explosé en fait à l'époque avec les CryptoKitties. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, et puis cet écosystème en fait qui avait complètement engorgé la blockchain Ethereum à l'époque. Ça avait tellement explosé que les frais Que le réseau avaient. Ethereum s'était Ouais. retrouvé exactement à plat pendant pas mal de temps. Et donc, on a vu un premier boom. Finalement, c'était assez calme, hein. Si on prend de 2018 à 2020, on n'en a pas trop entendu parler. Bon, on était en Et puis bear après, on a eu market. un, exactement, c'est ça. Donc après, on a eu un nouveau boom. Et en fait, on a eu deux grandes approches pour moi. On a eu l'approche un peu par les jeux vidéo, où on a eu des jeux vidéo comme Decentraland, par exemple, qui ont mis en vente des espaces de terrain sur lesquels les personnes peuvent aller, peuvent faire des constructions, peuvent mettre en place des locations de biens immobiliers, donc en échange d'un certain montant. Après, on a eu toute la partie sport aussi qui s'est vraiment mis. On a eu la NBA, on a eu UFC, on a eu des gros sponsors qui sont allés dans ce sens-là. Et on a eu la partie plutôt aspect physique, parce qu'aujourd'hui, ça coûte des millions aux grandes enseignes pour arriver à suivre la contrefaçon. Et c'est une des méthodes qui pourrait leur permettre de se protéger justement contre la contrefaçon. Quand vous achetez une paire de chaussures, un sac à main, on vous fournit le NFT, donc on vous prouve automatiquement qu'il est valide. Si vous trouvez le sac à main d'une marque Intel sur le marché, qu'on n'est pas capable de vous fournir le NFT qui est avec, automatiquement c'est de la contrefaçon. On n'est pas obligé d'aller voir les coutures, on n'est pas obligé d'aller voir tous ces aspects-là. Et c'est pour ça qu'on a vu vraiment un développement de ces plateformes-là. Et pour moi, comme tu le disais, hein, on est vraiment qu'au début. Parce que les jeux vidéo et l'achat et vente, tu as joué, bon, et comme moi, pendant des années à WoW, Mm. World of Warcraft. Euh, je pense que tu connais les échanges de persos, les achats et ventes. Aujourd'hui, est-ce que tu sais à peu près combien ça vaut un personnage sur eBay? Non, franchement, je dirais des bêtises. Je dirais des Au- bêtises. Aujourd'hui, ça vaut plusieurs centaines d'euros. En fait, si tu prends un personnage qui est un peu bien équipé, sauf que c'est du marché qui est complètement alternatif. Alors que les NFT permettent de faire ça directement dans le jeu vidéo, de façon totalement légale. On n'a pas d'arnaque, on n'a pas des espèces de trocs qui sont faits sur un coin de table. Donc on voit qu'on a quand même une vraie approche et qu'on a une vraie valeur en fait ajoutée. Ouais, puis en plus de ça, dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que si demain, je sais pas, on gagne une monture, une super épée parce qu'on a tué un boss ou quoi que ce soit, en fait, un actif que vous avez dans le jeu vidéo, c'est comme si vous le déteniez vraiment dans la vie réelle. Ça a vraiment une valeur marchande. Il y a des personnes aujourd'hui avec des jeux comme Fortnite, même League of Legends ou autres, qui
dépensent du vrai argent pour aller acheter des skins. Donc c'est même pas des améliorations dans le jeu, c'est simplement un aspect visuel. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est juste complètement fou, quoi. Et donc admettez que, imaginez que demain vous ayez gagné, je sais pas moi, un objet super rare et les développeurs vous disent il y en a uniquement 2 dans le jeu. On est capable, avec la technologie blockchain, de vérifier qu'en effet il y en a bien que 2 dans le jeu, qu'il y a 2 personnes qui le détiennent vraiment. Et donc forcément, si on crée comme un peu pour le Bitcoin, cette rareté numérique, sauf que là, bah forcément, vu qu'on est sur un NFT, c'est bien plus rare, puisque bah, il n'y en a que un, en fait, en réalité, c'est non fongible. Bah là, on explose en fait les limites en fait qu'on avait jusqu'à présent. Comme tu l'as dit aussi au début, les barrières qu'on pouvait avoir entre les barrières physiques et numériques à l'époque, on les avait pas. Enfin, on les avait justement, pardon. On avait une grosse barrière d'entrée entre quelque chose qu'on avait physiquement et numériquement. C'était très difficile de pouvoir détenir en fait au niveau numérique ces informations. Demain, je crée une œuvre d'art sur Internet sous forme de JPEG ou d'image, tout simplement. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de le copier et de faire des répliques comme ça au fur et à mesure en fait, sur Internet, quoi, à l'infini. Alors que là, mathématiquement, en fait, sur la blockchain, je prends le cas par exemple de Mona Lisa, bah, en fait, vous tokenisez Mona Lisa, il n'y en a qu'une, en fait, tout simplement, qui est présente sur la blockchain. Et qu'est-ce qui va donner cette valeur à ce token-là, ce qui va représenter par exemple Mona Lisa, c'est le fait que vous ayez cette représentation déjà numérique, mais qu'en plus de ça, on est capable de vérifier que vous êtes le seul et l'heureux détenteur de ce token de Mona Lisa. Il n'y en a pas 2 comme vous, quoi. Oui, et après, si on peut parler aussi de la partie immobilier. Ouais, exactement. Où aujourd'hui, on a quand même un problème de liquidité sur la partie immobilier, c'est-à-dire que vous n'allez pas vendre un appart comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même un certain processus. Si on parle de la France, il y a quand même un aspect notaire, il y a quand même un certain temps d'échange. Vous ne pouvez pas vendre la moitié d'un appart, vous ne pouvez pas vendre un quart d'un appart. L'avantage de cette tokenisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire qu'on va vendre 1 mètre carré dans un appart. Donc vous allez avoir la possibilité d'acheter 1 mètre carré dans un appartement à Paris, à Londres, à New York, au Panama, où vous voulez. Et si vous avez un locataire dans cet appartement-là, potentiellement, vous pouvez toucher une rentabilité, donc vous allez pouvoir toucher un morceau du loyer versé par le locataire. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'échanger 1 mètre carré dans un appartement à Miami que d'acheter et vendre un appartement complet. Donc, on a aussi cette facilité de certains actifs qui sont illiquides aujourd'hui, de pouvoir les passer liquides. Et ça, c'est vraiment une avancée qui est majeure sur la partie NFT et tokenisation, parce que ça ouvre des perspectives qui sont à l'heure actuelle impossibles en fait. Ouais, qui n'existait pas, exactement, hein. Et en plus de ça, donc là, tu as fait le lien entre les NFT et les security tokens, du coup, parce que c'est quand même très lié, hein, quand on a parlé de l'art, quand on a parlé de l'immobilier. Quand on parle de security token, c'est que vous avez un token qui va avoir comme sous-jacent un véritable actif. Donc il n'y a pas les mêmes types de réglementation qu'un utility token, ou pour le cas par exemple de l'Ether, ça va être plutôt utilisé pour pouvoir interagir avec la blockchain Ethereum ou avec les applications décentralisées que vous avez sur la blockchain Ethereum. Avec les security tokens, vous avez tout un cadre réglementaire qui est quand même assez lourd, qui arrive dessus. Par contre, ça ouvre des perspectives complètement folles. La dernière fois, je suis tombé sur un article qui disait qu'on aurait la possibilité, par exemple, demain d'investir dans des actions Tesla, mais de se dire un peu comme si tu prêtais tes bitcoins sur Celsius et que tu gagnes des intérêts directement en bitcoin. Bah demain, tu pourrais décider de prêter tes actions Tesla et de recevoir tes intérêts directement en actions Tesla, ou d'échanger après tes actions Tesla contre des actions Apple, et tes actions Apple de les échanger contre des biens immobiliers ou contre une épée rare dans un jeu vidéo dans un univers métaverse en fait. En fait, il y a plus aucune limite en fait à ces échanges-là, et donc des actifs qui autrefois étaient, comme tu disais, illiquides, bah, deviennent extrêmement liquides et très lucratifs également, parce qu'aujourd'hui il y a une véritable demande par rapport à ça, sur toutes ces utilisations. Et je pense qu'on n'en a même pas vu, un millième quoi, des opportunités. C'est comme pour la partie finance décentralisée, c'est qu'en fait on fait sauter des barrières et toutes les personnes qui ne pouvaient pas y avoir accès pour des raisons X ou Y, parce qu'ils devaient passer par un intermédiaire, parce qu'ils devaient changer de pays ou autre, bah, ils ont accès, on va dire, à ce nouvel univers. Et par exemple, quelqu'un, comme tu disais, qui va farmer une épée ou qui va gagner une carte dans un jeu, et ben il va même pouvoir l'utiliser dans un autre jeu. C'est qu'on n'est Mmh. plus cantonné, on va dire, à un seul univers. Et on a vu que par exemple pour les sports, ils ont même vendu des mouvements de joueurs. Donc c'est-à-dire que vous avez un joueur dans la vie réelle qui va faire un certain mouvement dans un sport.
donc par exemple, je sais pas, un dunk un peu particulier en basket, vous avez la possibilité d'acheter ce mouvement-là et d'être le seul propriétaire. C'est-à-dire que vous allez rentrer en compétition et vous allez être capable de faire un dunk avec ce joueur-là de cette manière-là, parce que vous êtes le propriétaire du NFT. Et aujourd'hui, si on regarde les jeux de foot comme FIFA, vous avez des compétitions où les gens achètent des joueurs qui sont en nombre limité. Ils se forment des équipes, donc ça a une valeur parce qu'on est dans l'e-sport, donc il y a vraiment des équipes avec une certaine quantité d'argent qui est brassée. Et finalement, on s'aperçoit que c'est des personnes qui sont très intéressées par ces éléments-là parce que ça leur permettrait, en ayant acheté dans un jeu une carte, de pouvoir la réutiliser dans un autre jeu. Ce qui fait que c'est une certaine somme, une certaine sorte d'investissement en fait. Donc on a vraiment un suivi et surtout on a une rareté et on a la possibilité de prouver qu'on est l'heureux propriétaire en fait de ces éléments-là. Et c'est ça qui manque, je pense, à beaucoup de gens de le comprendre, parce que quand on parle à des personnes qui sont déjà pas forcément dans le milieu de l'investissement ou autre, quand on a eu la dernière fois la news de Beeple, là, qui fait pas mal de NFT et qui avait vendu un dernier de ses NFT à plus de 69 millions, il y en avait beaucoup qui disaient, punaise, il y a un gars complètement fou qui a acheté un JPEG à 69 millions. Mais en fait, qu'est-ce qui va marquer la différence entre, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, entre la véritable Mona Lisa, qui vaut des centaines et des centaines de millions, et puis une Mona Lisa que vous allez acheter à 50 balles chez Ikea, en fait. C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? À part peut-être le côté historique et tout ce qu'on voit, mais je veux dire, pour une personne qui n'est pas dans l'art et qui n'a pas les connaissances peut-être pour faire la distinction entre les deux, vous mettez les deux tableaux à côté, difficile de faire la distinction. Pour autant, il y en a un qui vaut des centaines et des centaines de millions, et de l'autre côté, vous en avez un qui vaut 50 euros. Ben en fait, c'est tout simplement parce qu'il y en a un qui est l'unique, qui a une histoire, qui a vraiment une historique, et qui est unique en fait au niveau de sa création et aujourd'hui de la représentation qu'on en a aujourd'hui. Alors qu'il y en a d'autres, c'est absolument pas le cas. Et les NFT, c'est ça, mais en fait dans le monde digital. Oui, tout à l'heure tu parlais justement de l'art et des NFT. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui font des collections entières. Comme vous pouvez aller au musée voir une galerie d'art avec certains grands auteurs, certains créateurs, certains peintres. Là, vous avez la possibilité de faire la même chose, mais cette fois avec des personnes qui ont leur propre galerie d'art. Donc, soit ils ont acheté des auteurs différents, soit c'est un auteur qui souhaite publier et montrer à la vue de tous, justement, tous les NFT qu'il possède ou tous les NFT qu'il a créés. Alors, l'art, ça reste quand même très subjectif. Et le marché des NFT aussi, dans cette partie, dans cette thématique-là, c'est que le prix est défini par le vendeur, mais également par l'acheteur. Si un vendeur se met à vendre une œuvre d'art 300, 500, 1000 euros et que personne n'est prêt à l'acheter, l'œuvre d'art ne vaut pas ça. Par contre, si vous avez un acheteur qui est prêt à mettre 1500 euros pour cette œuvre d'art, ben, on peut dire que l'œuvre d'art vaut 1500 euros. Et c'est là où effectivement beaucoup de personnes ne comprennent pas trop comment un tweet et autres peut être payé des millions d'euros, mais tout simplement parce que c'est assez subjectif et que chacun est prêt plus ou moins à mettre l'argent qu'il souhaite. Et il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'en fait, le marché des crypto-monnaies, il a créé beaucoup de millionnaires, un peu plus que d'autres marchés, et surtout des millionnaires qui sont assez jeunes. Donc, c'est des personnes qui sont prêtes à mettre des sommes qui sont assez importantes pour avoir la preuve qu'elles sont bien l'euro propriétaire d'une certaine œuvre d'art ou d'un certain item en tout cas. Ouais, parce que ça fait Et partie de leur culture. On en a parlé un petit peu exactement, plus c'est tôt. ça. Quand on est né avec Internet, quand on est né avec la possibilité d'acheter des skins, par exemple, dans certains jeux ou certains items, mettre vraiment de l'argent dans des jeux vidéo, en fait, c'est quelque chose qui ne nous est pas étranger. Pour des personnes un peu plus âgées, bah ça, en fait, déjà, ils le comprennent absolument pas. Ils comprennent pas qu'on peut mettre vraiment de l'argent dans quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas physique. Et c'est là aussi qu'il y a un shift, quoi. Et sur les applications de smartphone, on le voit bien, le nombre de jeux qui sortent, qui à la base sont gratuits, et pour avoir des améliorations, il va falloir payer pour pouvoir faire travailler plus rapidement ces petits soldats, pour pouvoir obtenir, je sais pas, des gemmes ou autres. Et quand on voit les montants que ces applications génèrent, c'est qu'il y a un vrai marché en fait dans ce sens-là. Mm. Et les personnes sont vraiment prêtes à payer pour avoir des informations qui sont digitales. Et le monde, plus il avance, plus il s'informatise, plus il se développe d'un point de vue économie numérique. Et donc, on s'aperçoit que c'est un vrai secteur qui est en pleine expansion. Et si on fait vraiment le lien entre le numérique, le physique, bah finalement, on s'aperçoit que c'est un univers complet en fait qui s'offre à nous. Exactement. Et après, toi, du coup, tu préfères, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, alors d'accord, mais il faut investir. Alors, tu nous as parlé de Decentraland. Du coup, est-ce qu'il faut que j'achète du Mana, qui est aujourd'hui le token de Decentraland, l'utility token de Decentraland? Est-ce qu'il faut que j'achète du Mana? Est-ce qu'il faut que j'achète directement des parcelles sur Decentraland ou sur Sandbox, qui est un peu l'équivalent de Decentraland, mais plus
orienté visuel Minecraft. En fait, il y a plein de projets comme ça. Est-ce qu'il faut acheter des œuvres d'art? Enfin, toi, comment tu vois la présentation et l'évolution en fait des NFT? Comment toi, tu as décidé d'investir dans cet écosystème pour profiter en fait de la hausse, quoi? Alors en fait, le choix que j'ai fait, il est assez simple parce que je suis pas bon en art, c'est pas un domaine qui me passionne, donc concrètement, je souhaite pas forcément investir directement dessus. Je suis pas un expert en jeux vidéo, je suis pas un expert dans certains sports, donc le choix que j'ai fait, c'est de faire un choix technologique. C'est-à-dire que j'ai choisi d'investir sur des plateformes qui vont développer tout l'écosystème. Alors pas forcément une plateforme finale qui va offrir un jeu, mais vraiment la plateforme sous-jacente. Un petit peu comme on peut avoir avec le réseau Ethereum et la DeFi. Je préfère autant investir sur le sous-jacent qui va permettre le développement de beaucoup d'écosystèmes que de jouer un petit peu à la loterie en espérant tomber sur le bon NFT qui va prendre énormément de valeur. Parce que c'est vraiment une compétence en fait. Savoir que cet artiste-là a une compétence particulière qui va beaucoup mieux marcher que les autres, il faut être vraiment un expert dans ce domaine-là. Moi, je préfère me baser sur la technologie en me disant, j'ai un projet qui permet à d'autres de créer des NFT, qui permet d'aller créer des marketplaces, qui permet à des jeux de se développer dessus. Et ben, je vais plutôt investir sur ces éléments-là. Après, toi, je ne sais pas si tu as la même vision des choses que moi. Est-ce que tu as préféré investir sur des projets finaux parce que peut-être que ça te parlait plus? Est-ce qu'il y a des jeux auxquels peut-être tu as déjà joué, du coup, tu t'es dit, bah tiens, c'est l'occasion d'aller y mettre quelques billes en termes d'investissement dessus, ou tu plutôt une approche technologique, on va dire? Non, bah moi, je suis un peu pareil que toi, c'est-à-dire que j'essaye plutôt d'investir sur les plateformes plutôt que sur les produits finaux, parce que bah, déjà, en termes de liquidité, il y a des gros soucis, quoi. Ceux qui ont investi, par exemple, dans les CryptoPunks, bah oui, certains ont pu les revendre très très cher, mais on ne sait pas, en fait, vraiment la valeur que ça peut avoir dans 5, 10, 15 ans, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, on va arriver à le vendre, mais imaginez que demain, les CryptoPunks, en fait, tout le monde dit que ça sert à rien, qu'il n'y a plus vraiment de valeur et qu'en tout cas, il n'y a plus d'acheteurs pour prendre parti à ce marché-là. Bah, en fait, vous vous retrouvez avec un NFT qui est complètement illiquide, que vous avez peut-être surpayé parce que c'était en pleine bulle et que vous n'allez plus pouvoir rééchanger par la suite, quoi. Donc, moi, c'est un risque, en tout cas, que je ne suis pas prêt à prendre. Encore une fois, toujours le risque par rapport au rendement. Et moi, je suis comme toi, je parie vraiment sur une plateforme, alors une ou plusieurs plateformes, hein, mais je parie vraiment sur l'écosystème de manière générale. Je me dis qu'aujourd'hui, 95-97% des projets NFT sont créés sur la blockchain Ethereum, donc un peu comme la DeFi aujourd'hui. Donc si demain la DeFi explose, si demain les NFT explosent, vu qu'ils ont besoin de toute façon d'Ether, qui est l'utility token de la blockchain Ethereum, ils ont toujours besoin d'Ether pour ça, donc forcément il y aura une demande sur l'Ether. Qui dit augmentation de la demande, bah forcément, et puis forcément une augmentation énorme de l'offre sur le marché, bah augmentation du prix en fait. Donc moi je préfère mieux me focaliser là-dessus plutôt que de prendre des risques supplémentaires. Après, j'ai essayé aussi Decentraland et Sandbox, justement. J'ai déjà essayé de jouer à ces jeux. Pour l'instant, ça reste encore assez expérimental, parce qu'il y a des jeux qui sont quand même graphiquement bien mieux, etc. Decentraland, je sais que par exemple, il y en a pas mal qui ont fait remonter les soucis comme étant... en fait, eux, ils avaient vraiment pour objectif de créer, je sais pas pour ceux qui auront déjà vu le film, mais Ready Player One. Donc de créer vraiment tout l'écosystème un peu à la Second Life, quoi. Genre vraiment, tu rentres dans le jeu, tu vis dans le jeu et c'est comme si c'était ta vraie vie, mais virtuelle, quoi, en fait. Eux, leur objectif, c'est de faire ça. C'est de créer vraiment une seconde alternative, en fait, au monde réel, dans lequel on serait vraiment immergé, un peu comme l'Oculus Rift que vous pourriez avoir, vous pourrez Ouais. contrôler votre personnage, etc. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils ont développé leur jeu uniquement sur je sais pas comment dire en français, leur browser, quoi, leur navigateur. Ce qui fait que, en termes de graphisme, etc., bah, en fait, c'est extrêmement limité parce que si tu veux développer un jeu avec des graphismes assez poussés, tu peux pas te permettre juste de le développer en fait sur Chrome, quoi. Il te faut Ouais, un mais après PC. tu prends Minecraft, qui a pas un graphisme de fou, c'est un des jeux qui a été les plus joués Exactement. dans le temps. Et ça a Et été donc le tu jeu dis de, que finalement, ça a été le pari de Sandbox, hein. Eux, c'est pour ça qu'ils ont pris les graphismes un peu à la Minecraft. Ce qui est absolument pas le cas pour Decentraland, en fait. Decentraland, c'est de vraiment créer une immersion réelle, quoi, en fait, dans le jeu, quoi. ouais. Et du coup, comment tu vois le fait que certaines plateformes aient des grosses licences? Tu parlais d'Ethereum sur la partie, on va dire, qui est la plus commune, mais aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont un peu moins importantes, qui développent un écosystème pur sur la partie NFT, qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Certaines plateformes ont des partenariats avec des très grosses licences, comme Marvel, comme DC ou autres. Comment tu vois ces plateformes-là? Quel est ton avis en fait à ce sujet-là?
Bah, je pense que de toute façon, toutes les grandes marques qu'on connaît tous, hein, Dragon Ball Z, Pokémon, etc., enfin toutes les grosses licences, de toute façon, il y a un marché énorme à prendre là-dessus. On voit déjà l'engouement qu'il y a eu avec, je sais pas, si toi tu y avais joué, mais tu sais, les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Magic, etc. Enfin, moi je sais que quand j'étais jeune, ça faisait vraiment partie un peu de mon quotidien, j'adorais ça. Et tu te dis, maintenant tu pourrais avoir la même chose d'un point de vue virtuel, donc, enfin d'un point de vue digital. Et donc il y a complètement tout un écosystème là où des parts de marché à aller chercher. Donc c'est vrai que les grosses licences, pour moi, ont vraiment tout intérêt à aller se joindre à cet écosystème. Et bah, il y a des plateformes justement qui permettent à ces grosses entreprises-là d'aller greffer leur NFT ou du moins de créer leur NFT beaucoup plus simplement. Il y a Flow par exemple qui le fait. Je sais que Theta par exemple a essayé de développer un écosystème NFT. Je connais un peu moins cet écosystème-là, en tout cas sur Theta. Mais je sais que sur Flow, ils ont commencé à créer des partenariats assez intéressants de ce côté-là, quoi. Après, est-ce que ça va pas supplanter la technique? En fait, parce que moi, il y a une licence que je surveille vraiment de près, c'est Pokémon, parce que c'est depuis que je suis gamin, je suis fan de ça. Mais j'ai peur que les plateformes qui ont accès aux grosses licences, finalement, soient pas forcément très bonnes techniquement, et du coup, que la seule valeur ajoutée qu'ils aient, c'est leur partenariat. Et donc, tu te dis que des fois, des plateformes qui sont peut-être meilleures techniquement, mais qui ont des moins gros partenariats, sont peut-être plus intéressantes. Et moi, je suis assez partagé en fait entre ces deux aspects-là. Parce que tu as des plateformes qui ont que les partenariats, tu as des plateformes qui ont que la technique, et finalement, il y a très peu de plateformes qui ont les deux, Alors parce que les aujourd'hui, mais grosses je pense que licences, le, elles restent sur une ou deux plateformes, tu vois. C'est, Alors je trouve ça aujourd'hui, dommage. aujourd'hui c'est vrai que tu Ouais. as, soit l'un, soit l'autre. C'est rare d'allier les deux. Mais je pense que l'heureux vainqueur, peut-être que l'heureux vainqueur demain sur les NFT, ça se trouve même pas encore né aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il naîtra dans 3, 4, 5 ans. Et je pense que l'heureux vainqueur, justement, il arrivera à allier les deux, quoi. Tu peux pas avoir une adoption massive si tu es uniquement technique. Faut que tu arrives à jouer vraiment les deux. Que pour l'utilisateur final, ça soit extrêmement simple d'acheter et vendre des NFT, que pour les grandes marques, ça soit hyper simple de créer et de développer les NFT, d'aller greffer des innovations là-dedans, et que d'un point de vue technique également, ils arrivent à faire quelque chose d'assez chiadé, quoi. En fait, tu peux pas avoir une adoption de masse juste avec un critère ou l'autre, quoi. Mais c'est vrai Non, qu'aujourd'hui, mais c'est difficile, quoi. je suis bien d'accord, mais c'est un peu le problème. C'est que là, aujourd'hui, on a soit l'un, soit l'autre. Et les plateformes qui se disent, on va dire, pro-licence, mettent en avant le fait qu'elles sont très user-friendly, en mode accessible à tous, facilement utilisables. Mais quand on regarde le fond, en fait, derrière, on se dit, mais il y a un problème, en fait. Et les plateformes qui sont très techniques sont finalement pas très user-friendly. Et comme tu le dis, je pense qu'effectivement, la plateforme qui va faire le lien, ou en tout cas qui prendra la plus grosse partie importante du marché des NFT, il faut qu'elle allie les deux. Et peut-être qu'elle n'existe pas encore. Ça, on ne sait pas. On le Ouais. verra d'ici, je pense, que quelques années. Parce que c'est pas pour demain qui va. À moins que je me trompe, hein, mais c'est peut-être pas pour demain qu'il y aura une adoption massive, en tout cas de ce côté-là. Bah non, non, c'est comme pour la DeFi. On a fait plusieurs vidéos où on parlait un petit peu de l'adoption du marché des crypto-monnaies. Il y en a beaucoup, déjà, quand tu leur parles d'inflation, d'investissement, ils sont déjà perdus. Donc si demain tu leur parles de DeFi, d'NFT, enfin, c'est juste pas possible, quoi. Donc il y a déjà un très très gros travail en vulgarisation, le travail un peu qu'on essaie de faire avec cette chaîne pour que les personnes un peu lambda comprennent en fait ce qui se cache derrière, ce que ça peut leur apporter. Et puis derrière, il y a un gros travail au niveau des plateformes pour que ce soit simple à utiliser, quoi. Aujourd'hui, franchement, pour avoir essayé pas mal de ces plateformes, que ce soit Flow, que ce soit bah, les jeux comme Decentraland, Sandbox, etc., franchement, c'est difficile, quoi. Euh, Aujourd'hui, C'est pas c'est... fait pour des novices, c'est pas fait Bah pour des non. gens qui ne connaissent pas forcément le milieu des cryptos. Mais aussi, je ne sais pas si c'est aussi important, comment dire, il y avait certaines applications qui mettaient en avant que les NFT, mais qui mettaient pas du tout la partie crypto. C'était en mode comme si on pouvait acheter avec du dollar ou de l'euro, mais c'était juste un symbole. Et ils avaient complètement omis cet aspect crypto. Et je trouve que c'est dommage parce que les personnes qui arrivent sur ce marché-là, c'est peut-être pas un public d'investisseurs à la base, c'est peut-être juste des passionnés en fait d'une certaine catégorie, d'un certain type de produit. Et peut-être que ça peut les faire rentrer sur le marché des cryptos par ces biais-là. Et du coup, Ouais. pour moi, c'est important de montrer pas forcément tout le background technique qu'il y a derrière, mais c'est de leur montrer que ça fonctionne avec de la crypto et que c'est pas juste une plateforme de plus comme ils peuvent avoir sur Internet où ils achètent avec des euros et du dollar. Ouais, puis Il qu'il y faut a vraiment vraiment un garder intérêt cette pour eux, quoi. notion-là, en fait. Ouais, Ouais, voilà. que les gens en fait arrivent à se rendre compte qu'à partir du moment où ils ont accès, admettons demain, à une plateforme vraiment friendly, quoi, et simple d'utilisation, que lorsqu'ils arrivent dessus, pour eux soit simple vraiment à utiliser, et que tout de suite ils puissent voir que ça fonctionne, qu'ils puissent voir l'intérêt et qu'ils puissent en fait utiliser l'outil. En fait, il y a rien de mieux, je pense, qu'en termes d'adoption, d'utiliser l'outil, quoi.
J'ai beau te parler pendant 10 heures de la philosophie du Bitcoin, de pourquoi tu devrais en avoir, mais si t'as jamais fait aucune transaction, que t'as jamais utilisé le truc, bah pour moi il manque quelque chose, quoi. L'aspect primordial en fait des nouvelles technologies, hein. Enfin moi c'est comme ça en tout cas que je vois, et je suis d'accord avec toi aussi que ça peut être un autre moyen d'attirer des personnes qui de toute façon ne seraient peut-être pas intéressées par le marché des crypto-monnaies, mais de les attirer là-dessus par un nouveau biais ou par un nouveau marché. Les personnes qui s'intéressent au marché des jeux vidéo, en l'occurrence, bah peut-être qu'ils ne seraient pas venus dessus s'il n'y avait pas eu toutes ces innovations-là. Et je pense que ça va driver un gros trafic justement sur cet aspect-là. Ouais, je pense que c'est vraiment super important de pouvoir continuer de se développer dans ce sens-là, et surtout que ça puisse faire partie vraiment de l'écosystème général, et que dans notre vie future, ça fasse partie de notre quotidien en fait. Qu'on se pose pas forcément des questions et que ça soit le plus facilement utilisable par tous. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous nous direz, bah, comme d'habitude, hein, dans la section commentaires, si bah, pour vous, en effet, les NFT, c'est plutôt une bulle ou s'il y a une réelle innovation technologique, innovatrice quand même derrière, si ça vaut vraiment le coup, en tout cas, de s'y intéresser, ou si bah, machinalement, c'est quelque chose qui va disparaître et qui fera pas forcément partie de notre quotidien. Si vous avez des sujets, comme d'habitude, des interrogations ou des suggestions de vidéos que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous retrouverez le lien notamment vers notre guide dans la description de la vidéo. Vous aurez simplement à cliquer sur le lien qu'on vous mettra, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra bah, toutes les étapes et tout ce que vous devrez savoir avant d'investir vos premiers euros sur le marché des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et puis bah écoutez, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut!